va faire une présentation très simple et rapide du statut auto-entrepreneur et on va essayer de laisser 10 minutes pour les questions-réponses et après vous pourrez venir nous retrouver sur le stand de l'URSSAF. Ce qu'il faut savoir d'abord, l'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, donc il faut surtout bien la préparer exactement comme une autre entreprise. C'est pas un gadget, c'est une vraie entreprise. Donc il faut faire toutes les étapes précédentes avant de commencer à créer cette activité d'auto-entrepreneur. Cette année, il y a eu quelques modifications dans le sens où il y a eu une réforme. Alors vous aviez peut-être entendu parler du régime social des indépendants qui a disparu. Donc en fait, vos partenaires et les organismes qui vont gérer votre protection sociale ont un petit peu différé. C'est pour ça que si vous êtes travailleur indépendant, alors les travailleurs indépendants aujourd'hui, ce sont les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées, vont avoir comme organisme l'URSSAF pour le recouvrement de leurs cotisations. L'assurance maladie, c'est-à-dire que si vous étiez déjà à la caisse primaire d'assurance maladie, vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie pour tous les remboursements de vos actes de soins ou d'hospitalisation, etc. Et puis l'assurance retraite, la CARSAT, qui sera aussi votre interlocuteur pour toutes ces professions-là. Il y a quelques professions, 21 en gros, qui vont de l'architecte à l'architecte d'intérieur, l'ingénieur conseil, géomètre expert, mais également diététicien, moniteur de ski. Enfin, il y a quelques professions un petit peu particulières, les guides conférenciers aussi, qui elles sont des professions libérales qui sont dites réglementées et qui relèvent encore de la CIPAV, qui est une caisse de retraite particulière. Et donc là, vous voyez, les deux premiers, vous aurez les mêmes interlocuteurs, mais pour la partie retraite, ce sera la CIPAV qui sera votre interlocuteur, même si l'ensemble des cotisations que vous allez payer pour pouvoir bénéficier de prestations, parce que c'est le but du jeu, c'est on paie des cotisations, mais il faut bien que ça serve à quelque chose et ça va vous servir à avoir des prestations, que ce soit pour la maladie, la maternité, l'invalidité décès, la retraite, et puis il y a aussi la CSG et CRDS dedans, même si c'est pas vraiment de la protection sociale, mais on la paie quand même par ce biais-là. Et de la formation professionnelle, c'est quand même l'URSSAF qui recouvrera l'ensemble de ces cotisations sociales. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entrepreneur, en fait, il y a une particularité, c'est le régime fiscal qui est le régime fiscal de la micro-entreprise avec certaines particularités. Il y en a 4 grandes. On raisonne chiffre d'affaires. C'est la seule entreprise où on raisonne en chiffre d'affaires. Et vous êtes en franchise de TVA. Alors la franchise de TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne facturez pas de TVA à vos clients, mais vous ne la récupérez pas non plus quand vous achetez quelque chose. C'est-à-dire vous êtes comme ce que vous êtes aujourd'hui, un particulier. Quand vous achetez avec le montant de la TVA et vous ne la récupérez pas. Ensuite, on ne peut pas déduire les charges téléphone, déplacement, restaurant, etc., etc. Et on n'amortit pas le matériel qu'on est éventuellement obligé d'acheter dans certains secteurs d'activité. Ces chiffres d'affaires pour cette année, alors on attend encore une toute petite validation de l'administration fiscale, surtout sur le deuxième montant, mais ça se jouera à 100 € près, donc c'est pas très grave. Vous ne pourrez pas, si vous faites de l'achat-revente ou si vous faites de la fabrication et de la vente, dépasser un montant de 176 200 € pour l'année civile complète, puisque si vous commencez en cours d'année, il y a une proratisation qui se fait, vous voyez l'exemple qui est en bas. Et si vous êtes dans les prestations de services, qu'elles soient en bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux, vous serez à 72 500 € maximum pour l'année civile à ne pas dépasser. Avec à l'intérieur de ces montants une franchise de TVA, parce que ces montants de chiffre d'affaires ont été doublés il y a 2 ans environ, sauf que les seuils de TVA n'ont pas changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la franchise de TVA que je vous ai expliqué il y a quelques secondes, vous allez l'avoir jusqu'à un montant de 94 300 € si vous êtes dans de la vente et jusqu'à un montant de 36 500 € si vous êtes dans de la prestation de service. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à ces montants-là, jusqu'au mois où vous allez dépasser ce montant, alors ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même, ça veut dire que ça fonctionne bien et que votre entreprise commence à fleurir et avoir une expansion assez intéressante. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez être obligé de facturer à vos clients de la TVA. Si ce sont des entreprises, aucun problème. Vous leur facturez pas, ça leur fait pas grand-chose. Vous la facturez, ils vont la récupérer. Donc de toute façon, pour eux, c'est neutre. Par contre, si vous avez des particuliers, là, malheureusement, le montant de la TVA, ils vont la payer et eux ne pourront pas la récupérer. Donc c'est pour ça que si vous pensez que votre entreprise va vraiment
pouvoir avoir un chiffre d'affaires déjà très important la première année, tout au moins dépasser ces montants, il faut que dans votre prix de vente, dès le départ, vous intégriez finalement cette TVA. Pourquoi? Parce qu'un client personnel, mettez-vous à leur place, en juin, vous leur facturez 100, et puis au mois de juillet, parce que vous avez dépassé la TVA, vous allez leur facturer 120. Ça va être très compliqué pour eux de comprendre, et en tout cas, sauf si vraiment vous êtes le top du top et qu'il n'y a personne d'autre qui fait la même chose que vous, malheureusement, il y en a de toute façon quelques-uns que vous risqueriez de perdre parce qu'ils iraient voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose de moins cher. Donc malheureusement, ce n'est pas possible de faire autrement. Donc voilà, vous avez ces montants-là. Donc il faut bien réfléchir, et c'est là où, quand vous allez faire votre prévisionnel, votre business plan, etc., de savoir... Est-ce que ça sera la première année? Est-ce que ça sera la deuxième? Ou au bout de combien d'années je risque de dépasser ce montant de TVA? Alors, quand on crée une entreprise, ça passe par faire une immatriculation. Donc, il va falloir que vous le fassiez auprès de votre centre de formalité des entreprises qui se chargera de prévenir l'ensemble des organismes qui doivent vous connaître pour créer cette entreprise. Et ça peut se faire soit en ligne sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, mais ça peut se faire également physiquement si vous préférez être accompagné auprès des centres de formalité des entreprises. Alors quand on est profession libérale, c'est l'URSSAF. Quand on est commerçant, c'est la chambre de commerce. Quand on est artisan, c'est la chambre de métier. Ce qu'il faut juste que vous sachiez, c'est que en dehors de l'URSSAF, où ça reste complètement gratuit, pour les deux autres chambres consulaires, même si l'immatriculation est gratuite, ils vous factureront des frais d'accompagnement, mais par contre, vous aurez un dossier qui sera nickel dès le départ, avec l'inscription également au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, qui est obligatoire aujourd'hui quand on devient auto-entrepreneur. La protection sociale, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit ce que recouvrer. En fait, ça va être un taux global qui va vous permettre de payer sur votre chiffre d'affaires que vous aurez encaissé. Parce que le gros avantage pour les auto-entrepreneurs, c'est justement de ne pas faire d'avance de trésorerie pour payer les cotisations, mais c'est de déclarer le montant du chiffre d'affaires qu'une fois que vous l'avez encaissé. Imaginons que vous avez des clients avec qui vous allez facturer, et puis ils vont vous payer peut-être à 30 ou 45, 60, ou voilà, un petit peu plus. Et le gros avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de le déclarer dès que vous faites votre facture, mais vous le déclarez uniquement quand vous avez encaissé l'argent. Donc forcément, vous avez l'argent pour payer les cotisations. Sur la partie impôts, on ne va pas y revenir très longuement parce qu'on n'a pas le temps là, mais par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, on pourra en parler de façon plus détaillée sur le stand si vous avez vraiment des questions. Vous avez une possibilité, si vous avez un revenu fiscal de référence de votre foyer, ça c'est vraiment en fonction de votre propre statut, qui est inférieur à 25 519 € cette année, vous avez la possibilité de prendre cette option. Cette option, c'est une facilité, mais ce n'est pas forcément intéressant pour vous. La facilité, c'est que vous allez payer les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu en même temps. Pourquoi c'est pas forcément intéressant? Si vous ne payez pas d'impôt aujourd'hui et si vous ne pensez pas avoir un chiffre d'affaires presque au taquet des montants, c'est pas la peine de le prendre parce que vous allez payer, même si les taux sont assez faibles, de 1, 1,7 ou 2,2, c'est pas la peine de les payer si vous n'avez pas à les payer. Et d'un autre côté, ça veut dire qu'il faut vraiment faire des simulations, soit sur le site des impôts, impôts.gouv.fr, soit aller voir votre service des impôts des entreprises, puisque vous avez aujourd'hui votre service des impôts des particuliers, vous avez aussi un service pour les entreprises, pour aller faire des simulations avec eux, pour savoir, en fonction des revenus de votre foyer fiscal, est-ce que ça pourrait être intéressant d'opter pour ce versement libératoire ou pas, sachant que si vous optez, vous ne pouvez pas être remboursé des sommes que vous verserez si vous apercevez que finalement, c'est pas intéressant pour vous. Alors, l'ACRE, vous en avez entendu parler. Je vais parler... Est-ce qu'il y en a qui sont déjà auto-entrepreneurs et qui ont créé en 2019 ou 2018? D'accord. Ok, très bon. Alors, je fais juste une petite aparté. Pour les personnes qui ont créé avant le 1er janvier 2020, vous aviez l'ACRE automatiquement et sur 3 périodes, on va dire presque 3 ans en fonction du moment où vous avez créé dans le trimestre, vous avez toujours ces 3 périodes. La première année, ça n'a pas changé, vous ne payez que 25% des cotisations. Par contre, pour les 2 autres années, il y a une augmentation puisque vous passez à 75% dès la 2e année, à 90% dès la 3e. Pour les autres, qui créent à partir du 1er janvier 2020, non seulement les bénéficiaires sont revenus les bénéficiaires historiques, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, vous devez être principalement demandeur d'emploi, indemnisé ou indemnisable,
ou au moins inscrit depuis plus de 6 mois dans les 18 derniers mois, ou avoir moins de 26 ans, ou moins de 30 ans si vous êtes vraiment éloigné de l'emploi. Et il faudra remplir un formulaire qui est disponible sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Alors j'insiste bien sur ce site-là parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent à peu près pareil, mais si vous ne voyez pas URSAF au milieu, essayez de faire vraiment attention parce que vous pouvez avoir des facturations qui se feront ultérieurement quand vous aurez fait votre déclaration d'immatriculation. Donc il y a cette première, il faut pouvoir être bénéficiaire. Il y a aussi une autre condition, c'est que si vous avez déjà bénéficié de l'ACRE, il faut que ce soit depuis plus de 3 ans, depuis la fin de la précédente obtention de l'ACRE. Et vous ne devez pas reprendre non plus une entreprise avec la même activité que celle que vous aviez déjà faite juste précédemment. Alors, ça veut dire quoi l'ACRE? Ça veut dire que vous allez quand même si c'est un petit peu moins intéressant que l'année dernière, vous allez quand même avoir un taux réduit pour la première année. Alors quand je dis la première année, c'est jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. Ça veut dire que si vous n'avez pas le client du siècle, si vous n'avez pas un contrat énorme, il faut absolument que vous essayiez, pour en bénéficier au maximum, de commencer en début de trimestre. Pourquoi ? Parce que si vous commencez, par exemple, on est presque mi-février là, vous allez avoir ce taux réduit jusqu'à la fin du 3e trimestre, donc jusqu'à fin 2020. On est d'accord? Si vous commencez par contre le 1er avril, ça sera jusqu'au 31 mars. Mais si vous commencez le 31 mars, ça sera quand même que jusqu'à fin décembre. Donc on peut perdre 3 mois, c'est un petit peu dommage s'il n'y a aucune obligation. Bien sûr, vous ne perdez pas le super contrat. Tant pis de perdre 3 mois. Si vous avez un super contrat à signer le 30 mars, vous faites le 30 mars et vous créez avant. Donc, les taux que vous allez avoir, en fait, si vous êtes dans de la vente, vous allez être à 6,4%. Si vous êtes dans de la prestation de service ou en profession libérale non réglementée, vous ne paierez que 11% de cotisation sur le montant de votre chiffre d'affaires encaissé. Et si vous êtes profession libérale réglementée relevant de la CIPAF, ce dont je parlais tout à l'heure, vous serez à 12,1. Il y a un petit 4e taux qui est 3%, c'est quand vous faites de la location de tourisme classée. Classé, ça veut dire que vous devez vraiment avoir la validation de la part des services compétents, comme quoi votre location est bien dans un espace de tourisme classé. Et puis, l'année suivante, vous paierez les taux pleins, c'est-à-dire que sur votre chiffre d'affaires encaissé, vous allez payer 12,80 quand vous êtes dans la vente, et 22% quand vous êtes dans toutes les autres activités, et puis 6% pour le tourisme classé. Et puis vous voyez, j'ai mis les taux là dont je parlais tout à l'heure sur le versement de l'impôt, c'est 1, 1,7 ou 2,2 en fonction de votre activité. Alors une fois qu'on a créé, une fois qu'on a commencé à travailler, il va falloir déclarer et payer les cotisations pour pouvoir bénéficier des prestations, bien évidemment. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir, là aussi, une fois que vous aurez reçu votre attestation d'affiliation de la part de l'URSSAF, créer votre compte en ligne, toujours sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, afin de bénéficier de tous les services en ligne qui vont vous aider à être autonome, mais qui vont vous aider aussi à échanger avec nous, qui vont vous permettre aussi de pouvoir déclarer, payer en ligne vos cotisations et avoir vos justificatifs si vous êtes demandeur d'emploi et que vous bénéficiez d'allocations. Alors, pour toutes celles qui bénéficient de ces allocations, il faut être très vigilant quand vous allez déclarer votre activité, de bien prendre la déclaration mensuelle et le paiement mensuel. Pourquoi ? Parce que Pôle emploi va vous demander des justificatifs tous les mois pour pouvoir vous verser le montant des allocations qui restera en fonction du montant de chiffre d'affaires que vous aurez encaissé. Donc ça veut dire que si vous le faites que tous les 3 mois, avec la réforme qui est passée, ce serait beaucoup moins intéressant pour vous. Pas que vous perdriez de l'argent sur la globalité, mais par contre, sur le moment, ça pourrait être bien moins intéressant. Donc, déclaration, y compris si vous faites des chiffres d'affaires à 0, ce qui peut arriver certains mois, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais vous devez toujours faire des déclarations. Il y a une petite particularité qui fait que quand vous créez, on reprend l'exemple du mois de février par exemple, on va laisser passer le mois de février, on va laisser passer mars, avril, mai, et vous allez faire vos 4 premières déclarations uniquement au bout de cette période. C'est-à-dire, on laisse passer février, mars, avril, mai, et au cours du mois de juin, vous allez faire les 4 premières déclarations. Du coup, pendant cette période, Pôle emploi va vous donner des déclarations sur l'honneur pour que vous puissiez leur dire ce que vous avez encaissé sur ces 4 premiers mois où vous ne pouvez pas faire de déclaration. Et ensuite, chaque fois que vous ferez vos déclarations, vous aurez instantanément un justificatif que vous pourrez joindre à votre actualisation de Pôle emploi. En gros, les actualisations de Pôle emploi, c'est entre le 28 et le 15. Pour nous, le 28, c'est trop tôt. Il faut attendre le mois suivant. Donc, à partir du 2-3, vous faites votre déclaration.
Vous récupérez votre justificatif, vous faites en même temps votre actualisation Pôle emploi et vous joignez ce justificatif. Et comme ça, vous avez fait les 2 actualisations en même temps. Et pour vous, c'est vraiment le plus simple. Ces déclarations, vous pouvez les faire soit sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, soit sur l'appli mobile que l'on a développé aussi, qui est Auto-entrepreneur URSAF. Alors la protection sociale, c'est quoi? Vous voyez, il y a 3 grandes familles. Il y a la santé, la retraite et la famille. Pour la famille, c'est comme quand vous êtes salarié, c'est universel, donc c'est exactement les mêmes prestations. Pour la santé, pour tout ce qui est remboursement, quand vous allez chez le médecin, si vous êtes hospitalisé, c'est exactement la même chose également que quand vous étiez salarié. Pour les prestations en espèces, c'est-à-dire par exemple les indemnités journalières, eh ben, là aussi, c'est en fonction de votre revenu. Donc forcément, si vous avez de très faibles revenus, ben, les indemnités journalières seront très petites, voire nulles. Si vous avez des revenus importants, vous aurez des indemnités journalières qui seront plus élevées. Sachant que pour les professions libérales réglementées, historiquement, il n'y a pas d'indemnité journalière qui est prévue, donc il faut prendre de la prévoyance en dehors auprès des assureurs privés ou auprès des assurances que vous avez déjà à titre personnel. Pour la maternité, la paternité, c'est pareil. Vous avez la possibilité d'avoir une allocation forfaitaire en fonction d'un montant de revenus que vous devez avoir et avoir aussi des indemnités journalières au titre de la maternité. Et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est géré maintenant par la Caisse primaire d'assurance maladie. Pour la retraite, commerçants, artisans, professions libérales réglementées, aujourd'hui encore, parce que bon, vous savez qu'il y a la réforme qui est en cours, mais aujourd'hui encore, c'est calculé, la formule de calcul est exactement la même que pour les salariés, c'est-à-dire c'est sur les 25 meilleures années. C'est vraiment que pour les professions libérales réglementées que les calculs de la retraite sont différents et qu'on n'est pas du tout sur ce principe de 25 ans. Et là, encore une fois, pour la majorité d'entre vous, je pense que votre interlocuteur sera l'assurance retraite. Pour la retraite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour valider vos 4 trimestres de retraite, puisqu'on est encore sur ce principe-là aujourd'hui, vous devez faire un montant de chiffre d'affaires en fonction de l'activité que vous faites. C'est-à-dire qu'en gros, un peu plus de 20 000 euros si vous êtes dans la vente, 9 200 en profession libérale, 9 600 pour les autres, ou si vous êtes en bénéfices industriels et commerciaux, on est aux alentours de 12 000. On n'a pas encore les montants exacts pour 2020. Quand vous voyez ça, c'est votre chiffre d'affaires, on est bien d'accord, mais ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de valider des trimestres qu'avec l'auto-entreprise. Vous pouvez très bien mixer. Imaginons, vous avez des allocations Pôle emploi, soit elles sont assez importantes et vous validez vos 4 trimestres déjà avec ces allocations, donc pas de problème, aucun problème par rapport à ça. Mais si vous étiez à temps partiel, par exemple, vous ne pourriez valider peut-être que 2 trimestres avec les allocations Pôle emploi. Si vous avez un petit job salarié à côté, vous pouvez peut-être en valider un, et avec votre activité auto-entrepreneur, en valider un 4e. Et on fera le cumul de tout. On n'est pas obligé de valider les trimestres de retraite par le même biais. Ça, c'est un avantage aussi, et il faut bien avoir ça en tête. Alors, la sortie du dispositif, on vous en parle déjà parce que il y a des sorties de dispositifs qui sont vraiment valorisantes et qui sont plutôt positives. C'est si vous dépassez les chiffres d'affaires, là bien évidemment vous ne pourrez plus rester dans ce système de l'auto-entrepreneur, mais par contre il faudra avoir avec un statut juridique. Ensuite, il se peut que vous ayez un chiffre d'affaires, alors pour X raisons. Il y a des auto-entrepreneurs qui ont créé leur auto-entreprise et puis en même temps ont retrouvé un job à temps plein et ça veut dire que ils ont un petit peu oublié qu'il y avait l'auto-entreprise, donc ça fait que pendant 24 mois, il n'y a eu aucun chiffre d'affaires de réalisé et au bout de ces 24 mois, on considérera que l'entreprise n'est pas viable et on va la radier. Donc faites bien attention à ces montants-là. On vous prévient quand même et si par hasard vous voulez relancer cette activité, il n'y a aucun problème, de toute façon vous pourrez le faire ultérieurement. Ensuite, il y a le dépassement des seuils de chiffre d'affaires pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'il va y avoir une tolérance. Imaginons, vous êtes en prestation de service et puis la première année, vous faites 75 000 euros, donc vous avez dépassé les 72 500. Et la deuxième année, vous êtes encore au-dessus des 72 000. Vous allez pouvoir rester quand même pendant ces 2 ans auto-entrepreneur, mais au bout de la 3e, il va falloir changer d'activité et surtout de statut juridique. D'ailleurs, quand vous arrivez à ces montants-là, certainement ce serait plus intéressant d'avoir un autre statut. Les services en ligne, j'en ai parlé, ça vous permet donc de déclarer, de payer, d'avoir la possibilité d'avoir des attestations quand on est une jeune entreprise. Très souvent, les fournisseurs, ou si par hasard vous travaillez et que vous participez à des marchés publics, on va vous demander si vous êtes à jour de vos cotisations. Vous aurez la possibilité, bien sûr, si vous êtes à jour, de récupérer une attestation
comme quoi vous êtes à jour de ces cotisations instantanément, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer et vous pouvez l'avoir très, très rapidement. Ces services en ligne, vous les retrouverez aussi bien sur le site que sur l'appli mobile. Et puis enfin, il faut le savoir, j'espère que vous n'en aurez pas besoin et tout au moins pas dans un premier temps, il y a de l'action sociale qui a été mise en place avec cette nouvelle réforme dont je parlais tout à l'heure. On a un conseil supérieur de la protection sociale des travailleurs indépendants qui a été créé. Et non seulement vous pourrez éventuellement, si vous en avez besoin, bénéficier d'actions sociales du fait d'être simplement un citoyen auprès de la CARSAT ou auprès de la caisse primaire, mais au titre de votre activité de travailleur indépendant, vous pourrez avoir des aides complémentaires. Par exemple, s'il y a des intempéries, ou par exemple, ça a été le cas pour les Gilets jaunes, quand les magasins ont eu de grosses difficultés, il y a eu des accompagnements, ou si vous avez des problèmes de santé, ça peut être complété par rapport à ce qui existe déjà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Pour les professions libérales, c'est la même chose. Il y a des actions sociales qui ont été mises en place aussi par la CIPAV. Il faut juste savoir que ça existe, parce que le jour où vous avez besoin de quelque chose, pas dire « Ah ben moi j'ai droit à rien ». C'est pas vrai. De plus en plus, on est là pour vous accompagner et on est là aussi comme partenaire à vos côtés. Voilà. Alors, je sais que c'est très rapide. On aura le temps d'en reparler. Je voulais juste vous laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Pour le compte bancaire? C'est ça? Alors, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que on n'est plus obligé d'avoir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, sauf si vous dépassez pendant 2 ans 10 000 € de chiffre d'affaires. Moi, très honnêtement, je pense qu'il est mieux de séparer, surtout si vous avez un compte en plus qui est joint dans votre vie personnelle, je pense que c'est mieux de séparer vraiment un compte professionnel et un compte perso. Parce que imaginons, vous avez un contrôle un jour, on va vous demander tout ce que vous avez dépensé, ce que vous avez encaissé, etc. Et du coup, ça va être une galère vraiment pour tout retrouver. Si tout est sur le même compte, vous pouvez retrouver tout ça facilement. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir un compte pro, vous pouvez avoir un deuxième compte perso. Moi, je préfère vous dire, je conseille plutôt d'avoir un deuxième compte quand même. C'est comme la responsabilité civile professionnelle. Ce n'est pas une obligation dans toutes les activités. Néanmoins, faites attention, cette responsabilité civile professionnelle, elle peut servir à tout le monde, y compris pour ceux qui ont l'impression qu'ils ne vont pas avoir besoin de responsabilité civile professionnelle parce que c'est pas aussi clair que dans le bâtiment, par exemple, où tout le monde connaît l'assurance décennale. Mais ça peut même arriver à des gens qui font du conseil. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pourraient dire, c'est arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis, c'est pas complètement utopique. Écoutez, vous m'avez donné un conseil, moi finalement ça m'a pas du tout servi et au contraire ça m'a fait diminuer mon chiffre d'affaires. Moi je vous attaque parce que je trouve que votre conseil il était pas bon. Et là si vous êtes tout seul, il va falloir payer des frais d'avocat, il va falloir vous débrouiller tout seul, vous n'aurez aucune assistance. Il faut savoir que vous avez des assureurs qui ont fait des efforts vraiment pour avoir des prix pour les auto-entrepreneurs, où vous pouvez déjà vous rapprocher de vos assureurs privés que vous avez à titre perso pour l'appartement ou la maison, etc. Mais vous avez aussi d'autres assureurs, il faut faire un petit peu des devis à droite, à gauche, pour savoir ce qu'ils peuvent vous proposer comme assurance civile professionnelle. Je trouve que là aussi, c'est un peu comme le compte bancaire. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment très conseillé. Je vais faire les questions-réponses alors. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises. On va dire c'est un peu comme l'ex-taxe professionnelle, mais pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qu'on ne paie qu'à la fin de la 2e année. 2 inconnus par rapport à ça. Chaque cotisation foncière des entreprises est définie, le montant est défini par chaque mairie, ou commune, intercommunalité, métropole, etc. Donc il faut que vous rapprochiez soit de votre mairie, soit du service des impôts des entreprises pour savoir quel est le montant de cette cotisation. Et la 2e inconnue, c'est que vous la paierez en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vous donner des indications. La seule indication qu'on peut vous donner, c'est que si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €, vous ne paierez pas de cotisation foncière des entreprises. Et puis, vous aurez aussi des petites taxes au niveau de la chambre de métier ou de la chambre de commerce qui seront des accompagnements que là aussi, vous ne paierez qu'à partir de la 2e année si vous avez un chiffre d'affaires au-delà de 5 000 €. Mais ce sont vraiment des taxes qui sont vraiment très réduites puisque c'est des 0,15 ou 0,048. Enfin, on arrive vraiment à des toutes petites sommes. La formation professionnelle.
En plus du taux dont je vous ai parlé, là, des 6,4, 11, 12,1 ou 3 pour la première année, vous aurez, si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale non réglementée ou si vous êtes profession libérale réglementée, des taux de cotisation ou artisans qui vont s'échelonner entre 0,10 et 0,30% du montant de votre chiffre d'affaires. Donc là aussi, cotisation très minime. Ça vous permettra de pouvoir avoir de l'argent maintenant, puisque avec le compte personnel de formation, pour les travailleurs indépendants, il va y avoir une ouverture aussi qui se fera à partir du mois d'avril, mais on y arrive, pour pouvoir avoir aussi un montant qui va vous permettre d'avoir une participation financière pour la formation que vous souhaiteriez faire. Quelquefois, les formations, ça peut être très élevé. Votre trésorerie ne vous permet pas de pouvoir l'assumer totalement. Eh bien, avec cette cotisation que vous allez payer, ça vous permettra éventuellement de pouvoir faire la jonction entre ce que vous pouvez vous apporter à titre personnel et la possibilité de ce compte formation qui vous permettra de participer à ces formations ou dans votre activité, ou pour développer une nouvelle activité. Voilà, je crois que le temps est terminé. Non, c'est pas une nouvelle, ça a toujours existé. En fait, c'est inclus, enfin, c'est les 0,10, 0,20 ou 0,30%, que ce soit pour les auto-entrepreneurs ou tous les autres travailleurs indépendants, il y a cette contribution qui est à payer et ça vous permet justement d'avoir ces aides financières pour faciliter votre accès à la formation. Non, c'est pas une subvention. Non, c'est pas non plus. C'est en fait cette contribution que vous allez payer. En fait, elle va venir enrichir votre compte personnel de formation, puisque ça va se faire comme ça maintenant. Avant, c'était un montant. Là, maintenant, ça va se transformer en euros. Vous allez même avoir pour les travailleurs indépendants déjà des bases qui vont être réintroduites, puisque normalement ce compte aurait dû exister depuis 2 ans. Donc, on est sur des bases où, a priori, vous devriez avoir au titre de 2018 350 €, 450 et 500 qui est le montant global de l'année pour tout à chacun. Et du coup, vous, avec cette contribution que vous allez payer, ça va venir enrichir ce montant et ça vous permettra, auprès des organismes de compétences, de pouvoir faciliter votre accès à la formation. Exactement. Et de toute façon, maintenant, ça va être complètement mélangé. Voilà. Je vais vous inviter à venir nous rejoindre sur le stand de l'URSSAF. Je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage aussi, parce que quand même, il en faut un petit peu pour passer le cap. Et je vous attends sur le stand. Merci beaucoup.